La richesse ne se bâtit pas sur de grands gestes romantiques. Elle se bâtit sur la terre, la sueur et la capacité à voir la valeur des choses que les autres jettent. Quand le duc d'Ashbourne a refilé 50 moutons malades et couverts de boue à une fermière sans le sou, la ville a cru à une mauvaise blague. Il s'attendait à ce qu'elle échoue. Il s'attendait à ce qu'elle s'effondre. Mais il avait oublié un détail crucial. Le désespoir engendre une forme de génie bien particulière. Voici l'histoire d'un troupeau rejeté, d'une femme ruinée et d'une dette remboursée en or. Dans le Yorkshire, la pluie ne tombait pas simplement. Elle s'installait. C'était un crachin constant et glacial. Il transformait les enclos du marché d'Okehaven en une soupe épaisse de fumier et de regrets. Cora Hemsley se tenait au bord de la barrière en fer. Son manteau de laine était lourd d'eau. Son ourlet traînait dans la gadoue. Elle gardait les mains enfoncées dans ses poches. Ses doigts serraient une petite bourse en cuir. 3 shillings, 6 pence. C'était là toute sa fortune. C'était à peine assez pour acheter un bélier affamé, mais elle en avait besoin d'un. La ferme de son défunt père se trouvait au nord des terres d'Ashbourne. C'était une misérable étendue de calcaire et de chardon. Elle abritait un troupeau de 20 brebis. Sans bélier, il n'y aurait pas d'agneau au printemps. Sans agneau, pas de paiement du bail. Sans bail, c'était l'hospice. La voix du commissaire-priseur crépitait au-dessus des bêlements du bétail terrifié. Lot 42, provenant des actifs liquidés de feu, Monsieur Thomas. 50 brebis, un bélier, de race mixte, vendu en un seul lot. Une barrière s'ouvrit dans un cliquetis. Les moutons qui se déversèrent dans l'enclos central offraient un spectacle misérable. Leurs toisons formaient des nattes sombres et sales qui traînaient sur le sol. Plusieurs boitaient, leurs sabots trop longs et recourbés comme les babouches d'un génie de pantomime. Ils toussaient. C'était un râle humide qui fit reculer les fermiers alentours. Le piétin. L'odeur frappa la foule une seconde plus tard. Une puanteur douce et putride de tissu en décomposition. « J'entends 10 livres » cria le commissaire-priseur. Silence. 5 livres? Les hommes détournèrent le regard. Ils vérifiaient leur montre de poche. Ils fixaient le ciel gris. Acheter un troupeau atteint de piétins n'était pas un investissement. C'était une infection qui risquait d'anéantir leur propre bête saine. Dans le pavillon surélevé, protégé de la pluie par un auvent en toile, se tenait William Trevelyan, le duc d'Ashbourne. C'était le propriétaire qui liquidait le lot. Il n'avait pas l'air d'un méchant. Il ne ricanait pas. Il avait juste l'air profondément, totalement ennuyé. Il portait un lourd manteau d'équitation en drap de laine serré qui repoussait l'humidité. Ses bottes, bien que boueuses, étaient en cuir sur mesure. Pour lui, les 50 moutons pourrissants étaient une erreur d'écriture dans un registre, une nuisance. Il se pencha sur la balustrade en bois, ses yeux gris pâles balayant la foule. Il détestait l'odeur de l'échec, et cette vente aux enchères en empestait. Le coût du transport des animaux malades jusqu'à l'abattoir absorberait le maigre profit de leur viande. Son regard se posa sur Cora. Elle n'avait pas reculé. Elle était penchée sur la barrière de fer. Ses yeux sombres suivaient le bélier estropié qui traînait sa patte arrière dans la boue. Elle calculait. 2 livres pour le lot. Tenta le commissaire-priseur, le désespoir dans la voix. William leva une main gantée. Le commissaire-priseur se tut aussitôt. Le duc ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. La foule se calma pour l'écouter. « Le lot ne vaut rien », dit William. Sa voix avait une cadence nette et sèche qui tranchait l'air humide. « Il mange de l'herbe qui pourrait nourrir du bétail sain. Je veux qu'il soit parti avant la nuit. » Il pointa un doigt ganté vers Cora. « Vous, mademoiselle Hemsley, n'est-ce pas ?» Cora se raidit. Elle leva les yeux vers le pavillon. « Oui, votre grâce. Vous regardez ce bélier comme s'il détenait la clé du trésor. Qu'avez-vous dans votre poche ?» Cora sentit la brûlure d'une centaine de regards se tourner vers elle. Sa mâchoire se serra. 3 shillings, votre grâce, et 6 pence. Quelques fermiers ricanèrent. C'était une somme insultante. William ne rit pas. Son expression resta totalement impassible. « Donnez vos 3 shillings au commissaire-priseur. Mademoiselle Hemsley, le troupeau est à vous. » Les rires s'éteignirent. Un murmure parcourut la foule. Ce n'était pas de la charité. C'était une condamnation à mort. 50 moutons malades nécessitaient un abri, des médicaments et de la nourriture à n'en plus finir. Ils la ruineraient en 1 mois. C'était une humiliation publique. Le duc refilait à la plus pauvre de ses locataires un fardeau pourrissant.
Simplement parce que cela l'amusait de se débarrasser d'un problème si efficacement. Cora le dévisagea. Elle vit le calcul froid dans ses yeux. Il n'était pas cruel pour le plaisir d'être cruel. Il se débarrassait d'un mauvais actif, et elle était sa méthode d'élimination. Elle ne rougit pas. Elle ne pleura pas. Elle sortit les mains de ses poches, se dirigea vers le bloc du commissaire-priseur et commença à compter ses pièces une par une. Le métal cliqueta contre le bois humide. « J'aurais besoin d'un chien pour les mener », dit-elle, la voix ferme. « Prenez celui qui est attaché à la barrière. » Lança William Dahan, se détournant avant même que la transaction ne soit terminée. « Considérez ça comme un bonus pour votre ambition. » Cora prit la laisse des mains du garçon d'enclos abasourdi. La puanteur de la pourriture lui fit monter les larmes aux yeux. Elle baissa les yeux vers le bélier boiteux. L'animal la regarde en retour, ses pupilles rectangulaires dilatées par la panique. « Allez, viens, murmura-t-elle, la voix rauque. Rentrons à la maison pour mourir. » Les 6 semaines suivantes dépouillèrent Cora de sa fierté, de son sommeil et de la peau de ses mains. Sa ferme, un ensemble de murs en pierre pleins de courants d'air et d'herbes battus par le vent, devint un service hospitalier. Les moutons n'étaient pas de race mixte, comme l'avait paresseusement déclaré le commissaire-priseur. Sous les carapaces durcies de boue et d'excréments, c'étaient des mérinos. Fiu Monsieur Thomas avait tenté d'introduire des moutons à laine fine dans les vallées humides du Yorkshire. C'était une erreur de calcul catastrophique. Les mérinos avaient besoin d'un sol sec et rocheux. Laissés dans les basses terres marécageuses, leurs sabots avaient tout simplement pourri. Cora n'avait pas de grange assez grande pour les abriter. Elle construisit donc un enclos sec contre le côté soulevant de sa chaumière. Elle utilisa des pierres et de la toile déchirée. Guérir le piétin n'était pas de l'agriculture. C'était de la chirurgie. Chaque matin avant l'aube, elle luttait avec une brebis de 90 livres pour la mettre à terre. Elle coinçait l'animal qui se débattait entre ses genoux. Ses muscles brûlaient tandis que le mouton donnait des coups de pied et se débattait. Avec un couteau de maréchal Ferrand aiguisé, elle taillait les sabots trop longs et recourbés. L'odeur de tissu nécrosé était un mur physique qu'elle devait franchir chaque jour. Elle coupait jusqu'à trouver de la corne blanche et saine. Souvent, elle devait couper jusqu'au sang. Puis venait le sulfate de cuivre. La poudre de vitriol bleu devait être mélangée en une pâte et appliquée dans les plaies ouvertes. Ça brûlait. Les moutons poussaient un bêlement aigu et strident de pure agonie. Les propres mains de Cora, tachées d'un bleu verdâtre maladif permanent, se gerçaient avec le froid. La poudre caustique s'infiltrait dans ses propres coupures. Parfois, quand une brebis se débattait particulièrement fort, Cora s'asseyait simplement dans la boue après. Elle appuyait sa tête contre le mur de pierre rugueux, les poumons en feu. Elle laissait la pluie laver les larmes et la saleté de son visage. Elle dormait par tranches de 3 heures. Elle leur donnait du foin qu'elle ne pouvait pas se permettre, acheté à crédit à un meunier sceptique. Fin novembre, apporta un gel mordant. Il tua la boue, gelant le sol en ornière de fer. William Trevelyan parcourait le périmètre de ses baux du sud, sur un grand cheval engrobé. C'est alors qu'il vit de la fumée s'élever de la parcelle des Hemsley. Il tira sur les rênes en fronçant les sourcils. Il s'attendait à voir un cimetière à présent. Il s'attendait à ce que le magistrat du comté ait déjà expulsé la jeune femme. Il passa la crête de la colline et s'arrêta. La cour n'était pas remplie de carcasses. Dans un petit enclos clôturé, un feu brûlait dans un tonneau en fer rouillé. À côté, Cora Hemsley immobilisait un mouton sur une souche de bois. William fit trotter son cheval plus près. Les sabots de l'animal crissaient bruyamment sur l'herbe gelée. Cora ne leva pas les yeux. Elle était entièrement concentrée sur son travail, taillant un sabot avec des gestes vifs et experts. « Vous ne faites que retarder l'inévitable, mademoiselle Hemsley, » dit William. Sa voix résonnait fort dans l'air calme et glacial. Cora termina sa coupe. Elle plongea la main dans un seau, prit une poignée de pâte bleue et l'enfonça dans le sabot. Le mouton sursauta, bêlant faiblement. Elle banda le sabot avec une bande de lin déchirée. C'est seulement alors qu'elle relâcha l'animal, le laissant s'éloigner en boitant. Elle se releva. Elle était plus mince qu'à la vente aux enchères. Des ombres sombres et violettes marquaient la peau sous ses yeux. Sa jupe de laine était raide de boue séchée et de sang. Ses mains, posées sur ses hanches, semblaient meurtries et abîmées. « Bonjour, votre grâce, dit-elle.
Sa voix manquait de la déférence haletante des femmes de Londres. Elle sonnait comme une râpe sur du bois sec. À quoi dois-je cette inspection? J'observais simplement la folie d'un optimisme déplacé. Répondit William. Il regarda le troupeau. Ils avaient toujours l'air terribles, grelottant dans le froid. Leur laine était emmêlée et en lambeaux. Mais il remarqua quelque chose. Ils étaient debout. Ils bougeaient. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est du sulfate de cuivre et de l'huile de coude. Elle ramassa son couteau et l'essuya sur un vieux chiffon. Si vous êtes venu pour le paiement du bail, il n'est pas dû avant mars. Je ne suis pas venu pour encaisser, dit William, en bougeant sur sa selle. Un instant, en la regardant, il sentit un étrange picotement de malaise. Pas de la culpabilité, il ne croyait pas à la culpabilité en affaires. Mais c'était une perturbation de sa vision du monde. Les faibles étaient censés échouer. C'était l'ordre naturel des choses. Sa persistance était une anomalie irritante. Ces bêtes sont ruinées. Leur laine est cassée par le stress. Elles gèleront quand l'hiver s'installera vraiment. Cora se dirigea vers la clôture en bois et s'y appuya. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux sombres ne sciant pas. Ce sont des mérinos, votre grâce. Leur laine est assez dense pour survivre à un hiver espagnol dans les montagnes. La seule chose qui les ruinait, c'était le marécage où votre ancien locataire les gardait. Les sourcils de William se froncèrent. Des mérinos? Oui. Elle offrit un sourire mince et sans humour. Vous m'avez vendu une fortune pour 3 shillings et une poignée de pièces de cuivre. Je dois juste les garder en vie assez longtemps pour l'encaisser. William la dévisagea. L'arrogance dans son ton était stupéfiante, vu qu'elle avait l'air à moitié morte elle-même. Il laissa échapper un souffle court et vif qui forma de la buée dans l'air. Une fortune couverte de pourriture reste de la pourriture. Ne mourrez pas de froid pour prouver quelque chose, mademoiselle Hemsley. Il tourna son cheval. Sortez de mon herbe, votre grâce. Lança-t-elle derrière lui. Il s'arrêta, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Sauf si vous tenez un seau d'eau ou un couteau apparaît, ajouta Cora en se retournant vers l'enclos. Alors vous pouvez rester. William ne répondit pas. Il pressa son cheval, mais en s'éloignant, l'image de ses mains tachées de bleu et gercées resta fermement ancrée dans son esprit. L'hiver passa comme une fièvre, laissant place à un printemps humide et éclatant. Les collines prirent une teinte de vert violemment vive. Le troupeau survécut. Pas en totalité. Cora avait enterré 6 brebis derrière la chaumière en janvier. Elle avait brisé la terre gelée à la pioche, ses mains saignant à travers ses gants. Mais 44 survécurent. Le bélier boiteux, couvert de cicatrices mais mobile, avait fait son devoir à l'automne. Fin avril, les collines résonnaient des cris aigus de 30 agneaux sains et bondissants. Comme Cora avait mené le troupeau dans les escarpements rocheux des collines calcaires, leurs sabots restèrent secs. Le piétin ne revint pas. Et la laine poussa. Les toisons de mérinos ne ressemblent pas à la laine anglaise. Elles ne pendent pas en longues mèches ondulées. Elles poussent incroyablement denses, compactes, avec une graisse épaisse, la lanoline. Cette graisse emprisonne la chaleur et la saleté à l'extérieur, gardant le mouton impeccable contre la peau. Il ressemblait à des nuages d'orage gris ambulants. La saison de la tonte arriva en juin. Les grands domaines engageaient des équipes de tondeurs itinérants. C'étaient des hommes bruyants qui buvaient beaucoup et tondaient un mouton en moins de 3 minutes, laissant les animaux nus et en sang. Cora ne pouvait pas se les payer, et elle ne leur confierait pas son troupeau. Elle acheta une paire de forces en acier à haute teneur en carbone chez le forgeron, à crédit. Pendant 2 semaines, elle travailla du lever au coucher du soleil. C'était un labeur éreintant, exténuant. La graisse de la toison ruinait ses vêtements et enduisait ses mains d'une couche épaisse et cireuse. Mais alors que la lame coupait la laine, qui tombait en une seule nappe continue comme une lourde couverture, Cora vit la récompense. La laine la plus proche de la peau était d'un blanc éclatant. Elle était incroyablement fine, profondément frisée et douce comme un nuage. C'était le genre de laine pour laquelle les propriétaires de filatures de Halifax et Bradford se faisaient la guerre. Le genre utilisé pour les plus beaux manteaux en drap de laine portés par les ducs et les rois. À la fin de la 2e semaine, elle avait emballé 44 toisons dans d'énormes sacs de toile de jute. Elle les empila dans sa petite chaumière jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de place pour dormir. Les acheteurs de laine arrivèrent à Oakhaven un mardi. La place du village était bondée de charrettes et de chariots. Les hommes buvaient de la bière, marchandant pour quelques centimes.
Cora se tenait près de sa charrette de location. Elle s'était lavé le visage et portait sa seule robe propre, bien qu'elle soit rapiécée au coude. William Trevelyan était en ville pour rencontrer son régisseur. Il sortait de la taverne, un registre en cuir à la main, quand il la vit. Il s'arrêta sur le trottoir en bois. Il ne l'avait pas vue depuis le gel. Elle se tenait plus droite maintenant. Les cernes avaient disparu, remplacées par un hâle profond et bronzé. C'était tout à fait démodé, mais d'une vitalité frappante. Il regarda M. Higgins, un acheteur notoire d'une immense filature de Bradford, s'approcher de sa charrette. Higgins était un homme qui gagnait sa vie en intimidant les petits fermiers. William se rapprocha, s'appuyant contre un poteau, les bras croisés. Il se dit qu'il était simplement curieux. Higgins plongea une main grasse dans l'un des sacs de Cora en sortant une touffe de laine. Il l'écarta, testant la longueur de la fibre. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde, mais il le masqua rapidement par un ricanement. « Un peu grasse, n'est-ce pas ?» grogna Higgins. « Fibre courte, faible frisure. Le mieux que je puisse faire, c'est 10 pence la livre. C'est une faveur, vraiment. Le marché est inondé d'importations espagnoles. » Cora ne cilla pas. « Vous mentez, monsieur Higgins. » Higgins se hérissa. « Pardon? Vous venez de tester la fibre. Elle n'a pas cassé. La frisure est plus serrée que tout ce que vous avez acheté aujourd'hui. Et la graisse signifie qu'elle n'a pas séché sur l'animal. Elle lavera parfaitement blanche. » Cora plongea la main dans le sac et en sortit une mèche. Elle la fit claquer entre ses doigts pour montrer sa solidité. C'est du pur mérinos, qui a passé l'hiver sur du calcaire. Elle se filera plus finement que tout ce que vous avez dans votre entrepôt. « Écoutez-moi bien, ma petite. 2 shillings la livre, » dit Cora, sa voix portant par-dessus le vacarme du marché. Les hommes à proximité s'arrêtèrent de parler. Ils se tournèrent pour la regarder. 2 shillings était un prix astronomique. C'était le prix de l'or pur dans le commerce de la laine. William se tenait figé près du poteau de la taverne. Sa respiration se bloqua légèrement. Il reconnut ce ton. C'était exactement le ton qu'il utilisait en salle de conseil quand il avait une main gagnante et qu'il avait l'intention de saigner son adversaire à blanc. Higgins rit, un son rauque et aboyant. 2 shillings? Vous êtes folle. Personne ne paiera ça. Il rejeta la laine dans la charrette. 10 pence. À prendre ou à laisser. Ramenez ça dans le taudis d'où vous sortez. Il s'attendait à ce qu'elle cède. Il s'attendait à ce qu'elle panique et marchande à la baisse. Cora commença simplement à refermer le sac. « Merci pour votre temps, monsieur Higgins. » Higgins s'arrêta. « Qu'est-ce que vous faites? »« Je vais emmener ma laine à l'acheteur de Halifax. Il est en ce moment même en train de boire une pinte au lion rouge. S'il refuse, je louerai un chariot et je la conduirai moi-même à Leeds. » Elle serra le nœud. « Bonne journée. » Elle se détourna. « Attendez. » Aboya Higgins, le visage rouge foncé. Il ne pouvait pas laisser cette laine aller à une filature rivale. La marge de profit sur le drap fin était trop élevée. 1 shilling, 6 pence, 2 shillings, répéta Cora, sans se retourner. Et vous payez les frais de transport jusqu'à votre filature. Higgins serra les dents. Il regarda la laine, puis le dos inflexible de Cora. Très bien. 2 shillings. Dieu me préserve des femmes têtues. Cora se retourna enfin. Elle ne sourit pas. Elle tendit simplement la main. Espèce ou trade bancaire, monsieur Higgins. Pas de billet à ordre. Depuis l'ombre de l'auvent de la taverne, William observait l'échange. Une sensation étrange et oppressante lui serra la poitrine. Ce n'était pas seulement de l'admiration, c'était un respect profond, profondément troublant. Il lui avait donné une condamnation à mort, et elle l'avait forgée en une épée. Tandis que Higgins comptait les traites bancaires, les yeux de Cora balayèrent la place. Elle vit William debout près du poteau. À travers 30 yards de boue et de foule, leurs regards se croisèrent. Le duc d'Ashbourne, l'un des hommes les plus riches d'Angleterre, et Cora Hemsley, une fermière aux mains tachées de bleu. Elle ne se vanta pas. Elle lui fit simplement un signe de tête lent et délibéré. « J'ai survécu », disait ce signe, « et j'ai gagné. » William se surprit à lui rendre son signe de tête. En la regardant charger sa charrette, la certitude arrogante qui avait guidé toute sa vie se fissura en deux. Il réalisa avec une soudaine décharge d'adrénaline que la personne la plus intéressante du Yorkshire n'était pas un lord ou un politicien. C'était la femme qu'il avait essayé de jeter. 88 livres. Cora étala les traites bancaires sur sa table de cuisine en bois marquée de cicatrices.
Le papier était neuf, épais, et complètement déplacé au milieu de la vaisselle, en terre cuite ébréchée, et de l'odeur persistante de savon de soude. 88 livres. C'était plus d'argent que son père n'en avait vu de toute sa vie. C'était assez pour payer le bail de leur misérable lopin de calcaire pour les 20 prochaines années. C'était assez pour acheter un passage pour l'Amérique. C'était assez pour acheter des robes de soie, une paire de chevaux de calèche assortis, ou une maison au village avec des fenêtres en verre qui ne tremblaient pas au vent. Elle n'achètera rien de tout cela. Au lieu de cela, un mardi matin, Cora entra dans le bureau du domaine d'Ashburn, au centre d'Oak Haven. Le bureau était un monument à la richesse héritée. Des panneaux d'acajou sombres recouvraient les murs. L'air sentait fort la cire d'abeille, l'encre et le tabac de luxe. Derrière un bureau massif était assis M. Croft, le régisseur du duc. C'était un homme petit et précis qui considérait les locataires comme un jardinier considère les pucerons. Il ne leva pas les yeux de son registre quand Cora s'approcha. « Les paiements du bail ne sont pas dus avant la Saint-Michel, mademoiselle Hemsley. Et si vous êtes ici pour demander des réparations de toiture, le domaine ne couvre pas les dommages causés par la négligence. »« Mon toit va bien, monsieur Croft, » dit Cora. Elle posa ses mains sur le bord de son bureau. Ses ongles étaient encore tachés d'un bleu pâle permanent au niveau des cuticules. « Je suis ici au sujet de la crête nord, les 300 acres de garrigue calcaire qui jouxtent ma propriété. » Croft s'arrêta, sa plume en suspens au-dessus du parchemin. Il leva les yeux, le front plissé d'irritation. « La crête nord n'est qu'un rocher stérile. On ne peut y faire pousser des navets, encore moins du blé. Elle est vacante depuis une décennie. »« Je sais, » répondit Cora. « Je veux le bail. » Croft laissa échapper un soupir condescendant, posant sa plume. « Mademoiselle Hemsley, j'ai entendu parler de votre petit coup de chance au marché de la laine. Un coup de bol dû au blocus espagnol, rien de plus. Ne laissez pas une seule bonne tonte vous convaincre que vous êtes une mania de l'agriculture. Gardez votre argent. Achetez-vous un manteau d'hiver décent. Je ne vous demande pas de conseils financiers, » dit Cora, sa voix baissant d'un ton. C'était le même ton qu'elle utilisait avec un bélier têtu. « Je demande le bail. Je ne louerai pas 300 acres à une femme célibataire qui détient actuellement une parcelle de subsistance de 20 acres. » Lâcha Croft. « C'est administrativement absurde. Maintenant, bonne journée. » Administrativement absurde? La voix venait de la porte ouverte du bureau intérieur. Cora se tourna. William Trevelyan se tenait appuyé contre le cadre de la porte. Il portait un gilet sur mesure en laine anthracite et une cravate blanche impeccable. Il semblait totalement déplacé dans ce bâtiment administratif poussiéreux. Ses yeux gris étaient fixés sur Croft, mais le coin de sa bouche était serré par quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'amusement. Croft se leva précipitamment. « Votre grâce, j'étais juste en train d'expliquer la politique du domaine à... » « Je vous ai entendu, Croft. » L'interrompit William, se détachant du cadre de la porte et entrant lentement dans la pièce principale. Il s'arrêta à côté de Cora, assez près pour qu'elle puisse sentir l'odeur nette et fraîche de savon à raser et de pluie sur ses vêtements. Il ne la regarda pas. Il garda son regard fixé sur son régisseur. « Depuis quand le domaine refuse-t-il un locataire solvable pour une terre stérile qui ne génère aucun revenu? Elle est, eh bien, c'est une femme, votre grâce. Et la terre est inutile. De toute évidence, mademoiselle Hemsley n'est pas d'accord. » William tourna enfin la tête pour la regarder. « Que comptez-vous faire exactement avec 300 acres de craie inutile, mademoiselle Hemsley? »« Du pâturage. » dit Cora d'un ton neutre. « Les mérinos n'ont pas besoin de pâturage luxuriant. Ils attrapent le piétin dans les vallées humides, comme vous le savez bien. Ils ont besoin d'un sol sec et rocheux. La crête nord est parfaite. Et avec les bénéfices de ma toison, j'ai l'intention d'acheter 100 têtes supplémentaires des Scottish Borders et de les croiser avec des cheviots locaux. » William la dévisagea. Le calcul dans ses yeux était aussi tranchant que du verre. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle bâtissait un empire sur ses terres abandonnées. Le bail est de 20 livres par an, dit William. 10, rétorqua Cora instantanément. Croft eut le souffle coupé. On ne marchande pas avec le duc d'Ashburn. William leva une main, faisant taire le régisseur sans quitter Cora des yeux. 10 livres est une insulte pour 300 acres. 10 livres, c'est 10 livres de plus que ce que vous avez gagné dessus hier, répondit Cora, imperturbable. Il n'y a pas de source d'eau, pas d'abri, et la clôture est pourrie.
Je devrais construire les murs en pierre sèche moi-même. 12 livres, pas un sou de plus. Et je veux un blocage du tarif sur 10 ans. Pendant un long et angoissant moment, la pièce fut silencieuse. L'horloge de parquet dans le coin faisait un tic-tac brillant. Croft avait l'air sur le point de s'évanouir face à cette rupture de protocole. William regarda la dureté de sa mâchoire, l'intelligence féroce et sans complexe dans ses yeux. La ville était pleine de femmes qui minaudaient et complotaient derrière des éventails. Cette femme, debout dans des bottes couvertes de boue, négociait agressivement pour un tas de cailloux. « Rédigez le bail, Croft. » Dit William doucement. « Votre grâce, 12 livres par an. Blocage sur 10 ans. » William se détourna, retournant vers le bureau intérieur. Il s'arrêta à la porte, regardant par-dessus son épaule. « J'ai hâte de voir votre empire, mademoiselle Hemsley. Essayez de ne pas mourir d'hypothermie en construisant ces murs. Je ferai de mon mieux pour ne pas déranger vos registres, votre grâce. » rétorqua-t-elle. William sourit vraiment. C'était bref, vif, mais cela transforma complètement son visage. Puis il entra dans son bureau et ferma la porte. L'hiver de 1813 n'arriva pas. Il attaqua le Yorkshire. Il commença fin janvier avec une chute de température si sévère que la sève gela à l'intérieur des chênes, fendant les troncs avec un bruit de coups de mousquet. Puis vint la neige. Elle tomba en nappes épaisses et aveuglantes, poussée par un vent hurlant qui arrachait les toits des granges et enterrait des vallées entières en une seule nuit. William était à 2 miles du manoir d'Ashbourne quand sa calèche heurta une congère. Le lourd essieu en bois se brisa avec un claquement sinistre, projetant la calèche dans le fossé. « Laissez les bagages !» cria William par-dessus le rugissement du vent, en ouvrant la porte de la calèche d'un coup de pied. La neige lui arrivait déjà à la taille. Son cocher, à moitié gelé et terrifié, détela les chevaux qui se débattaient. « Menez-les au manoir, envoyez des hommes quand la route sera dégagée. Et vous, votre grâce ?» hurla le cocher. « Je suis plus près de la crête nord. » William pointa du doigt dans le blanc aveuglant. « Allez !» William noua sa lourde écharpe de laine sur son visage et commença à marcher. Chaque pas était une bataille angoissante contre les congères. Le vent mordait à travers son lourd manteau, lui coupant la peau comme des rasoirs. Il perdit la route en quelques minutes. Il se guida grâce à la forme sombre et menaçante des escarpements calcaires. Il ne savait pas combien de temps il marcha. 1 heure ou 2. Ses jambes devinrent engourdies, lourdes et inutiles. L'envie de simplement s'asseoir, de se reposer un instant dans la chaleur trompeuse de la neige, devint écrasante. Puis il sentit une odeur, de la fumée de bois, et la puanteur âcre et inimitable de la laine humide. Il traversa une congère imposante et tomba contre un mur de pierre solide. Il tâtonna le long de l'extérieur rugueux jusqu'à ce qu'il trouve une lourde porte en bois. Il frappa dessus avec ses poings gelés. La porte s'ouvrit en grinçant, et William bascula en avant sur un sol en terre battue. La chaleur de la pièce le frappa comme un coup physique. Il resta sur le dos, haletant, sa vision trouble. Alors que ses yeux s'habituaient à la faible lumière orangée du foyer, l'absurdité de la scène le frappa. La petite chaumière d'une seule pièce de Cora Hemsley était entièrement remplie de moutons. Il y en avait au moins 30, serrés les uns contre les autres, ruminant et le fixant de leurs pupilles rectangulaires et vides. L'odeur était stupéfiante, un mélange épais et suffocant de fumier, de lanoline et de toison mouillée. Cora se tenait au-dessus de lui, tenant une lanterne. Son visage était maculé de suie, ses cheveux s'échappant de sa tresse en mèches sauvages et emmêlées. Elle regarda le duc d'Ashbourne, actuellement étalé sur le dos dans un tas de crottes de mouton. « Vous mettez de la neige sur mon sol, » dit-elle. William laissa échapper un rire rauque et aboyant qui se transforma en une violente quinte de toux. « Pardonnez-moi, la calèche s'est cassée. » Cora ne posa pas de questions. Elle le releva par les revers de son manteau en ruine, sa poigne étonnamment forte. Elle le traîna à moitié jusqu'à une chaise en bois près du foyer rugissant. « Enlevez le manteau et les bottes, » ordonna-t-elle, se détournant pour tirer une bouilloire en fonte sur les flammes. Les doigts de William étaient trop engourdis pour défaire les boutons. Il tâtonna inutilement. Cora se retourna, soupira et écarta ses mains. Elle déboutonna son manteau, le lui arracha des épaules et le jeta sur une chaise. Elle s'agenouilla dans la terre, attrapa le talon de sa botte en cuir sur mesure et tira. « Vous allez perdre des orteils si vous ne vous réchauffez pas lentement, » dit-elle, en jetant les bottes de côté.
Elle lui tendit une tasse en étain de thé brûlant, additionné de quelque chose qui sentait agressivement le gin bon marché. Buvez. William Butt. Le liquide lui brûla la gorge, ramenant son système à la vie. Il regarda autour de la pièce. C'était le chaos. Des bottes de foin étaient empilées contre les murs pour bloquer les courants d'air. Un agneau nouveau-né dormait dans une caisse en bois près du feu. « Où est le reste du troupeau ?» demanda William, la voix rauque. « Dans la nouvelle bergerie que j'ai construite sur la crête, » dit Cora, en jetant une bûche sur le feu. « Ce sont les brebis sur le point de mettre bas et les malades. Je ne pouvais pas risquer de les laisser dehors. » Elle ne s'assit pas. Elle se déplaça à travers le groupe d'animaux, vérifiant une brebis couchée sur le côté. William la regardait. Il n'y avait aucune déférence en elle, aucune gêne qu'un duc soit assis dans sa cuisine sordide et remplie d'animaux. Elle était entièrement absorbée par le travail de maintenir les choses en vie. « Vous avez construit les murs de pierre vous-même », nota William, se souvenant du ricanement de Croft. « J'ai engagé un garçon du village pour aider à soulever les lourdes pierres de fête. J'ai fait le reste moi-même. » Elle frotta le ventre gonflé de la brebis, son expression tendue. « J'ai perdu 3 agneaux à cause du froid hier. » William posa la tasse en étain. Il sentit le détachement aristocratique qu'il avait porté toute sa vie fondre dans la chaleur oppressante de la pièce. Il regarda ses mains. Elles étaient à vif, les jointures fendues et saignantes à cause du froid. Sans réfléchir, il se leva. Ses pieds en chaussettes s'enfoncèrent dans le sol en terre. Il se dirigea vers elle. Cora leva les yeux, surprise. « Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes épuisé, » dit William sans détour. « Et cette brebis a des difficultés. Dites-moi quoi faire. » Cora le dévisagea. La lumière du feu projetait de longues ombres sur son visage. Il ne ressemblait en rien au propriétaire terrien ennuyé et cynique qu'il avait condamné à la vente aux enchères. Il avait l'air humain. « Tenez sa tête, » dit doucement Cora. « Maintenez-la stable. Je dois retourner l'agneau à l'intérieur d'elle. » Pendant les 6 heures suivantes, le duc d'Ashbourne ne s'assit pas. Il tint des brebis qui se débattaient. Il alla chercher des seaux d'eau. Il essuya le sang et les fluides de naissance sur le sol. Il regarda Cora plonger ses bras dans les animaux, son visage un masque de concentration féroce et terrifiante, tirant la vie au monde par la seule force de sa volonté. Vers 4 heures du matin, le vent se calma enfin. La chaumière était silencieuse, à l'exception du crépitement du feu et du doux bêlement de 4 nouveaux agneaux tétant leur mère. Cora s'affaissa contre le mur de pierre, glissant pour s'asseoir sur le sol. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine, posant son front sur ses bras. Elle était couverte de crasse, sa robe trempée et ruinée. William s'assit sur une caisse en bois en face d'elle. Sa chemise blanche immaculée était tachée de sang et de suie. Ses muscles lui faisaient mal d'une manière qu'il n'avait jamais connue sur un terrain de chasse. Il regarda Cora. La barrière cynique entre eux avait disparu, balayée par la réalité brutale de la survie. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda William, sa voix basse dans la pièce silencieuse. « Vous avez de l'argent maintenant. Vous auriez pu déménager en ville, ouvrir une boutique, vivre confortablement. » Cora ne leva pas la tête. « Le confort n'est pas pour moi. Il ne l'a jamais été. » Elle tourna légèrement la tête, posant sa joue sur ses genoux, le regardant avec des yeux sombres et épuisés. « Mon père a travaillé cette terre jusqu'à ce que son cœur lâche. Il est mort en devant 50 livres à votre père. Le monde regarde les gens comme nous et voit des chiffres sur un registre, des passifs. Je ne veux pas de confort. Je veux que la terre sur laquelle je me tiens soit à moi. Je veux regarder un homme comme Croft dans les yeux et savoir qu'il ne peut pas me ruiner. » William soutint son regard. Il comprenait le pouvoir. Il comprenait l'influence. Mais il n'avait jamais compris le désespoir. Maintenant, en regardant le sang sur ses propres mains, il réalisa que ce qu'elle construisait n'était pas une ferme. C'était une forteresse. « Croft ne pourrait pas vous ruiner même s'il essayait, » dit William doucement. « Vous êtes la femme la plus terrifiante que j'ai jamais rencontrée. » Cora laissa échapper un souffle qui aurait pu être un rire. « Allez dormir, votre grâce. Les routes seront dégagées d'ici midi. » En mai, la neige n'était plus qu'un lointain souvenir. La crête nord du domaine d'Ashbourne n'était plus une étendue de craie stérile. Elle était sectionnée par des miles de murs en pierre sèche parfaitement construits. À l'intérieur de ces murs paissaient 200 des moutons les plus étranges que le Yorkshire ait jamais vus. Cora avait réussi à croiser son bélier mérinos espagnol avec les robustes brebis cheviotes écossaises.
La progéniture était des animaux robustes, à l'ossature épaisse, capables de survivre à un hiver nordique, mais ils portaient la toison dense et incroyablement fine de leur père. La réunion annuelle du Conseil agricole d'Oakhaven se tenait dans la grande salle de réunion de la mairie. C'était un club exclusif de riches propriétaires terriens, d'exploitants de filature et de gentlemen farmers. Ils se réunissaient pour boire du porto, fumer des cigares et dicter les prix des céréales et de la laine pour la région. William était assis en bout de la longue table en chêne, présidant la réunion. Il écouta Lord Danbury se plaindre de la hausse du coût de l'alimentation animale, et M. Higgins, l'acheteur de laine que Cora avait plumé l'année précédente, déplorait le manque de toison de qualité dans le comté. La laine locale est trop grossière pour les nouveaux métiers à tisser de Bradford, dit Higgins, en frappant du poing sur la table. Nous devons importer davantage de Saxe, mais les droits de douane nous saignent à blanc. Peut-être que si les fermiers locaux n'étaient pas si ignorants, nous pourrions améliorer la race nationale, ricana Danbury. Les lourdes portes doubles au fond de la salle s'ouvrirent. La conversation cessa instantanément. 20 têtes se tournèrent. Cora Hemsley entra dans la pièce. Elle ne portait pas une robe de laine rapiécée. Elle portait une tenue d'équitation sur mesure, en drap de laine vert foncé, tissé, fait notable, à partir de sa propre laine. Ses bottes étaient cirées, ses cheveux sombres bien attachés en arrière. Elle portait un grand sac en toile de jute sur une épaule. Croft, assis près de la porte, sursauta. « Mademoiselle Hemsley, vous ne pouvez pas être ici. C'est une réunion privée du conseil. » Cora l'ignora. Elle traversa la pièce, ses bottes claquant sèchement sur le parquet ciré. Elle s'arrêta à l'autre bout de la table, en face de William. Elle balança le lourd sac de son épaule et le vida sur la table en chêne poli. « J'ai entendu dire que vous cherchiez de la laine fine, Monsieur Higgins, » dit Cora, sa voix résonnant clairement dans la salle caverneuse. Elle plongea la main dans le sac et en sortit une immense nappe de laine tondue. Elle la jeta sur la table. Elle glissa sur le bois et s'arrêta devant l'acheteur de laine stupéfait. Elle était d'un blanc éclatant, comme la neige. La frisure était serrée et régulière, la fibre incroyablement longue et solide. Elle était impeccable. Higgins tendit la main, ses doigts tremblant légèrement en la touchant. « Mon Dieu !» souffla-t-il. « C'est du Saxon, né et élevé dans le Yorkshire, » dit Cora, un croisement de cheviote mérinos, qui a passé l'hiver sur la crête nord d'Ashbourne. J'ai 200 toisons comme celle-ci. Un tumulte éclata. Les hommes se mirent à crier, se pressant autour de Higgins pour toucher la laine. Lord Danbury devint rouge. « C'est un tour de passe-passe. Une fermière ne peut pas produire ça. Je ne suis pas une fermière. » Corrigea doucement Cora. « Je suis une propriétaire libre. J'ai acheté les 20 acres de ma ferme d'origine hier matin au bureau du domaine. » Elle jeta un coup d'œil à Croft, qui avait l'air complètement malade. « Je détiens les droits de pâturage exclusifs sur la crête. » Elle regarda le long de la table, croisant les yeux de William. Il n'avait pas bougé. Il était assis dans son lourd fauteuil sculpté, joignant ses doigts sous son menton. Ses yeux gris brillaient d'une intelligence féroce et ardente. Il n'était pas en colère qu'elle ait interrompu sa réunion. Il était totalement captivé. « Quel est votre prix, mademoiselle Hemsley ?» demanda Higgins, oubliant complètement sa fierté face à une telle marchandise. « Je ne vous la vends pas, monsieur Higgins, » dit Cora. La pièce redevint silencieuse. « Alors pourquoi êtes-vous ici ?» exigea Danbury. Cora posa ses mains sur la table, se penchant en avant. « Je suis ici pour former une coopérative. J'ai le bélier. J'ai le cheptel reproducteur. Je sais comment guérir le piétin, et je sais comment les nourrir pendant l'hiver. Tout fermier de cette vallée, qui veut passer sa troupeau à mon croisement, aura accès à mon bélier. En échange, je prends 10% de leur production de laine pour les 5 prochaines années. Nous mettons la toison en commun, et nous la vendons directement aux filatures de Bradford, en un seul lot massif. Nous contournons les acheteurs. » Elle regarda directement Higgins. « Nous dictons le prix. » C'était une déclaration de guerre. Elle menaçait de syndiquer les petits fermiers et de priver les riches intermédiaires de leurs bénéfices. « C'est un scandale !» cria Danbury, se tournant vers William. « Votre grâce, vous devez arrêter ça. Expulsez-la de la crête !» William baissa lentement les mains. Il regarda les lords au visage rouge et les acheteurs paniqués. Puis il regarda Cora. Elle se tenait droite, inflexible, une force absolue de la nature, dans une pièce pleine d'hommes
qui avaient passé leur vie à la sous-estimer. William se leva. La pièce se calma, attendant que le duc porte le coup de grâce, qu'il remette cette femme arriviste à sa place. Mon bail avec mademoiselle Hemsley est blindé pour les 9 prochaines années, dit William, sa voix d'un calme mortel. Il prit la mèche de laine fine sur la table, la frottant entre son pouce et son index. De plus, le domaine d'Ashbourne reconnaît la qualité supérieure de ce produit. Il laissa tomber la laine et regarda directement Cora. Le coin de sa bouche se releva. « Mademoiselle Hemsley, » dit William, son ton devenant celui d'un homme d'affaires suave et dangereux. « J'ai 500 acres de pâturage de premier choix sur la frontière, est actuellement inoccupé. Je financerai l'achat de 500 brebis cheviots pour étendre votre programme d'élevage. En échange, le domaine d'Ashbourne prend une participation de 30% dans votre nouvelle coopérative. » Cora ne broncha pas. 15% et vous payez pour les nouveaux murs en pierre sèche. Les hommes dans la pièce altèrent devant son audace. Le sourire de William s'élargit en quelque chose de sincère, de vif et de totalement terrifiant. Il descendit le long de la table, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. 20%, murmura William, sa voix assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. Et je veillerai personnellement à ce que ce soit Croft qui transporte les pierres. Cora leva les yeux vers lui. Elle vit le défi, le respect et le souvenir d'une nuit glaciale passée, couverte de sang et de boue. Ils n'étaient plus propriétaires et locataires, ils étaient partenaires, des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Elle tendit la main. « Marché conclu, votre grâce. » William lui serra la main. Sa paume était calleuse, sa poigne forte. C'était le meilleur marché qu'il ait jamais conclu. Le succès dans le Yorkshire ne vous achetait pas d'amis. Il vous mettait une cible dans le dos. Fin juillet, la nouvelle coopérative lainière d'Oakhaven avait amassé un inventaire. 5000 livres de toison brute et non lavée de mérinos cheviots étaient en balles et empilés dans la vaste bergerie de tonte en bois sur la frontière Est. Cela représentait les moyens de subsistance collectifs de 12 familles locales qui avaient confié leurs troupeaux à Cora. Cela représentait aussi une perte de revenus catastrophique pour les acheteurs locaux. L'incendie commença à 2 heures du matin, un mardi sans lune. Cora fut réveillée par les aboiements frénétiques de son chien de berger, un terrier teigneux et balafré nommé Pip. Elle sentit l'odeur avant de voir le feu, la puanteur épaisse et âcre du pain brûlé et des poils roussis. Elle ne prit pas la peine de mettre des chaussures. Elle attrapa son lourd manteau de laine, le jeta par-dessus sa chemise de nuit et sprinta dehors. Le ciel à l'est rougeoyait. La bergerie de tonte était à 1 mille sur la crête. Cora courut jusqu'à ce que ses poumons la brûlent, ses pieds nus se coupant sur les éboulis de calcaire tranchant. Quand elle arriva sur les lieux, le toit était entièrement en flammes. La chaleur était un mur physique, la repoussant alors qu'elle essayait d'approcher les lourdes portes de la grange. 3 hommes d'une ferme voisine étaient déjà là, jetant désespérément des seaux d'eau de pluie sur un brasier qui nécessitait un déluge. Le vent le pousse vers l'ouest. Cria un des hommes par-dessus le rugissement des flammes. Il va atteindre les enclos de reproduction. L'estomac de Cora se noua. Les balles de laine étaient perdues. Elle le sut instantanément. La lanoline dans les toisons était hautement inflammable. Une fois qu'elle prenait feu, elle brûlait avec la férocité de l'huile de baleine. Mais le cheptel reproducteur, les 200 brebis croisées et son bélier primé étaient enfermés dans les enclos en bois attenant à l'arrière de la bergerie. Elle attrapa un lourd pied de biche en fer dans la terre, jeta son manteau sur sa tête pour se protéger le visage de la chaleur torride et courut vers les enclos. Les moutons hurlaient. C'était un son terriblement humain. Ils se jetaient contre les portes en bois renforcées, paniqués par la fumée. Cora enfonça le pied de biche dans le loquet en fer de la porte principale. Le métal était déjà brûlant. Il lui arracha la peau des paumes, mais elle ne lâcha pas. Elle pesa de tout son poids sur le levier. Le loquet gémit, puis céda. La porte s'ouvrit violemment, poussée par le poids de 200 animaux terrifiés. Cora fut projetée en arrière, dans la terre, évitant de justesse d'être piétinée, alors que le troupeau déferlait devant elle, vers la sécurité fraîche et sombre du pâturage ouvert. Elle resta dans la boue, toussant violemment, ses mains lancinantes de douleur. Elle regarda une année de travail brutal et incessant se transformer en une colonne de fumée noire.
Des bruits de sabots tonnèrent sur la crête. William Trevelyan n'attendit pas que son cheval s'arrête complètement pour descendre. Il avait vu la lueur depuis les fenêtres du manoir. Il portait des culottes d'équitation et une chemise de lin rentrée à la hâte, son visage tendu d'une fureur froide et terrifiante. Il trouva Cora assise dans la terre, serrant ses mains brûlées contre sa poitrine. Il tomba à genoux à côté d'elle. Il ne lui demanda pas si elle allait bien. Il jeta un coup d'œil à ses paumes cloquées, à la suie qui tachait son visage et à la dévastation pure dans ses yeux. « Le troupeau ?» demanda William, la voix rauque. « Dehors !» croassa Cora, crachant un flegme noir. « La laine est perdue. » William regarda la bergerie en flammes. Il n'offrit pas de réconfort vide. Il ne lui dit pas que tout irait bien. Il comprenait parfaitement les mathématiques du désastre. 12 familles avaient avancé leurs frais d'alimentation et d'hiver sur la promesse de cette vente. Sans la laine, la coopérative était en faillite. Il se leva, son regard balayant les alentours. Il se dirigea vers la lisière des arbres, ses bottes craquant sur l'herbe sèche. Quelques instants plus tard, il revint en tenant quelque chose dans sa main. C'était une bouteille en verre brisée au goulot, sentant fort le kérosène. Ce n'était pas un coup de foudre, dit William doucement. Ses yeux gris étaient morts et plats à la lueur du feu. Cora fixa la bouteille. Higgins ou Danbury ou n'importe lequel des autres parasites qui ont réalisé que vous étiez sur le point de les rendre obsolètes. William jeta le verre brisé dans la terre. Ils pensent qu'ils peuvent vous briser en brûlant votre capital. Cora se releva lentement. La douleur dans ses mains était écœurante, une brûlure profonde et pulsante qui lui donnait le vertige. Mais sous la douleur, un nœud froid et dur de pure rage se formait. Elle regarda la bergerie en feu, puis William. « Ils ont détruit mon capital », dit Cora, sa voix se transformant en un râle. « Mais ils n'ont pas touché au cheptel reproducteur. J'ai toujours le monopole sur la lignée. » William la regarda. Elle était pieds nus, en sang, couverte de cendres, et elle calculait déjà son prochain coup. Le respect féroce et terrifiant qu'il ressentait pour elle se transforma en quelque chose de complètement différent. Cela le frappa comme un coup physique dans la poitrine. Il voulait détruire quiconque lui avait causé de la douleur, mais plus que ça, il voulait la voir les détruire elle-même. « Nous avons besoin d'un chariot », dit Cora, se détournant du feu. « Et j'ai besoin de bandages. Qu'allez-vous faire ?» demanda William. « Je vais tondre à nouveau le cheptel reproducteur. C'est juillet, Cora. La toison n'a que 2 mois de pousse. Elle est trop courte pour les métiers à drap. »« Elle est trop courte pour le drap, » convint-elle, le regardant droit dans les yeux. « Mais elle est parfaite pour la filature de laine peignée, et je ne la vends pas à Oak Haven. Nous allons à Bradford demain. » William sourit. C'était une expression vicieuse et prédatrice. « Je demanderai à Croft de préparer les calèches, et j'enverrai un message au magistrat. Higgins sera en cellule avant midi. »« Non, » dit sèchement Cora. « Laissez-le. » William fronça les sourcils. « Il a brûlé vos moyens de subsistance. Si vous l'enfermez, il devient une victime de l'abus de pouvoir aristocratique. » Dites Cora, je ne le veux pas en cellule. Je le veux à l'hospice. Quand je signerai le contrat d'exclusivité avec les filatures de Bradford, Higgins n'aura plus un seul bout de laine fine à acheter ou à vendre dans le Yorkshire. Laissez-le pourrir à l'air libre. Bradford n'était pas une ville. C'était une machine. L'air avait un goût de poussière de charbon et de laine humide. D'imposantes cheminées en briques crachaient une épaisse fumée noire dans un ciel perpétuellement gris. Les rues pavées vibraient constamment sous les roues cerclées de fer de centaines de lourds chariots de marchandises. C'était le cœur battant de l'industrie textile anglaise. Cora était assise à l'arrière de la calèche privée et banalisée de William, ses mains lourdement enveloppées de lin blanc et propre. Les brûlures étaient graves. Elle ne pouvait pas tenir un stylo, encore moins une paire de force. La tonte d'urgence du troupeau avait été faite par les hommes de la coopérative, dirigés par les ordres aboyés et incessants de Cora depuis la touche. Ils avaient récupéré 1000 livres de laine à fibres courtes. C'était une fraction de ce qu'ils avaient perdu, mais c'était suffisant pour un échantillon. La calèche s'arrêta devant la filature Caldwell. C'était une immense forteresse de briques de 6 étages. Richard Caldwell était le plus grand fabricant de tissus de laine peigné du Nord. C'était un homme qui s'était fait tout seul, un industriel impitoyable qui dévorait les matières premières et crachait des fortunes. William sortit le premier de la calèche.
Il se tourna et lui offrit sa main. Cora l'ignora, utilisant ses coudes pour se hisser maladroitement hors de la calèche. « Vous êtes incroyablement têtu », nota William, marchant à ses côtés vers les lourdes portes en chêne du bureau de la filature. « Si j'avais voulu une garde malade, j'en aurais engagé une, votre grâce. William. » Elle lui jeta un coup d'œil. « Si nous devons affronter Richard Caldwell ensemble, vous ne pouvez pas m'appeler votre grâce. Cela implique que je suis aux commandes, et nous savons tous les deux que je ne suis que votre transport très coûteux. » Cora détourna le regard, mais la ligne tendue de sa mâchoire s'adoucit légèrement. « Très bien, William. Le bureau de Richard Caldwell était utilitaire. Il n'y avait pas de panneau d'acajou, pas de tapis moelleux. Il était dominé par une immense table à dessin couverte de registres et d'échantillons de laine brute. Le rugissement des métiers à tisser mécanisés des étages inférieurs de l'usine vibrait à travers la semelle de leurs bottes. Caldwell était un homme imposant avec une barbe épaisse et des doigts tachés d'encre. Il ne se leva pas quand ils entrèrent. Il regarda William, reconnaissant instantanément le duc, puis regarda les mains bandées de Cora et l'ourlet de sa robe éclaboussée de boue. « Ashburn » grogna Caldwell. « À quoi dois-je l'ingérence de la pairie dans une filature en activité? Je suis ici en tant que partenaire silencieux, Caldwell. » Dit William suavement, prenant place sur une chaise en bois dur contre le mur. Il croisa ses longues jambes, projetant une aura de supériorité totalement imperturbable. « L'affaire appartient à mademoiselle Hemsley ?» Caldwell haussa un sourcil, accordant enfin toute son attention à Cora. « Vous êtes la femme qui cause du remue-ménage à Oak Haven. Les intermédiaires crient au meurtre à propos d'un prétendu croisement mythique. Ce n'est pas un mythe, dit Cora. Elle fit un signe de tête au laquais qui avait monté un lourd sac en toile de jute. Il le laissa tomber sur le bureau de Caldwell et partit. « Ouvrez-le. » ordonna Cora. Caldwell eut un sourire narquois, mais il sortit un couteau de poche et coupa la couture. Il plongea la main dedans et en sortit une poignée de la pousse de 2 mois. Son sourire narquois disparut. Il écarta les fibres, testant la solidité. Il la tint à la lumière crue qui filtrait par la fenêtre tachée de suie. Il la frotta entre ses doigts, sentant les écailles microscopiques de la frisure. « Elle est courte », nota Caldwell, sa voix soigneusement neutre. « C'est une pousse de 2 mois d'une tonte de crise. » Répondit instantanément Cora. « La fibre complète mesure 4 pouces, mais regardez la finesse. Vous achetez actuellement de la laine de Saxe allemande à des prix exorbitants, juste pour obtenir cette texture pour vos métiers à tisser la laine peignée. Ma laine a la finesse de la Saxe, mais la solidité du Chauviau. Elle ne cassera pas sur vos cadres mécanisés. » Caldwell la regarda vivement. La plupart des fermiers ne comprenaient pas la mécanique des filatures. Ils vendaient juste la toison et s'en allaient. « Vous connaissez la filature de laine peignée. Je sais ce qui casse et ce qui vous coûte de l'argent, » dit Cora. « Vous importez 200 tonnes de laine allemande par an et vous payez une taxe énorme sur chaque livre. Je peux vous donner exactement cette qualité, cultivée localement, avec 0 taxe d'importation. » Caldwell laissa tomber la laine sur le bureau. Il se pencha en arrière dans son fauteuil. « Que voulez-vous? Un contrat d'exclusivité. 3 ans. Vous achetez tout ce que la coopérative d'Oak Haven produit et vous l'achetez à 2 shillings la livre. » Caldwell rit. C'était un son rauque et retentissant. « 2 shillings pour une production nationale? Vous êtes folle. Je paye 1 shilling et 6 pence pour la plus fine Saxe. Je vous donne 1 shilling et je prends tout. » Cora ne cilla pas. 2 shillings parce que je vous offre quelque chose que la Saxe ne peut pas offrir. Et qu'est-ce que c'est? Le volume, dit Cora. Ma coopérative détient actuellement 20% des terres de pâturage de la vallée d'Oak Haven. L'année prochaine, ce sera 50. D'ici la 3e année, nous contrôlerons chaque mouton au nord de la rivière. Si vous signez un contrat d'exclusivité avec moi, vous ne sécurisez pas seulement votre propre chaîne d'approvisionnement. Elle se pencha en avant, posant ses mains bandées à plat sur le bureau. Vous affamez vos concurrents. Aucune autre filature à Bradford n'aura accès à cette qualité de laine. Vous posséderez le marché de la laine peignée. Le bureau tomba dans un silence de mort. Le seul son était le battement incessant des métiers à tisser en bas. William observait Cora depuis sa chaise dans le coin. Son pouls battait la chamade. Elle était magnifique. Elle offrait à Caldwell une arme, pas un produit. Elle comprenait la nature exacte des hommes comme lui. Il ne voulait pas seulement réussir, il voulait voir leurs rivaux saigner.
Caldwell fixa Cora pendant une longue et lourde minute. Puis il regarda William. « Est-ce qu'elle bluffe, Ashbourne » demanda Caldwell. « A-t-elle le capital pour s'étendre aussi vite? Mademoiselle Hemsley contrôle le cheptel reproducteur, les baux fonciers et mon soutien financier absolu, » dit William, sa voix totalement dépourvue de chaleur. « Si vous ne signez pas le contrat à 2 shillings, elle traversera la rue pour aller à la filature Harrison, et je veillerai personnellement à ce que Harrison reçoive les lignes de crédit nécessaires pour acheter chaque once qu'elle produit. » La mâchoire de Caldwell se serra. Il regarda de nouveau la laine sur son bureau. Il savait que Harrison sauterait sur l'occasion. Il tira une feuille de papier neuve d'un tiroir et attrapa sa plume. 2 shillings la livre. Lâcha Caldwell. Livraison en juin. Si la qualité baisse d'une fraction de pouce, le contrat est nul. Rédigez-le, dit Cora, et assurez-vous d'épeler correctement Coopérative d'Oakhaven. Ils sortirent de la filature 1 heure plus tard avec un contrat signé et attesté qui faisait effectivement de Cora Hemsley l'une des exploitantes indépendantes les plus riches du Yorkshire. Lorsque les portes de la calèche se fermèrent, les isolant du bruit et de la suie de la ville, l'adrénaline quitta enfin le système de Cora. Elle s'affaissa contre les coussins de velours moelleux, fermant les yeux. Un long souffle frémissant s'échappa de ses lèvres. William la regardait. La suie s'accrochait encore au bord de sa chevelure. Ses bandages étaient tachés. « Avez-vous mal » demanda-t-il doucement. « Atrocement » admit-elle, sans ouvrir les yeux. « Mais c'est une douleur très rentable. » William tendit la main à travers l'espace étroit entre les sièges. Il ne toucha pas ses mains. Il écarta doucement une mèche de cheveux rebelles de sa joue. Son contact était étonnamment léger pour un homme de sa taille. Cora ouvrit les yeux. La proximité était soudaine, et le regard dans ses yeux gris n'était plus détaché ou simplement respectueux. C'était une intensité profonde et brûlante qui rendait l'air de la calèche soudainement rare. « Vous avez réduit Higgins en cendres aujourd'hui, » dit William doucement. « Quand la nouvelle de ce contrat arrivera à Oakhaven, les acheteurs locaux seront finis. Il sera en faillite d'ici Noël. »« Bien, » murmura Cora. « Vous êtes impitoyable, mademoiselle Hemsley. J'ai été formé par un maître, William. » Il sourit, une expression lente et sincère qui atteignit ses yeux. Il retira lentement sa main, se réinstallant dans son siège alors que la calèche cahotait sur les pavés. Le voyage de retour vers le Yorkshire fut long, mais pour la première fois de sa vie, le duc d'Ashbourne n'était pas pressé d'arriver à destination. En novembre, le paysage d'Oakhaven avait changé. La bergerie de Tonte incendiée avait été reconstruite, 2 fois plus grande, avec un toit en ardoise qui ne prendrait pas feu. Les acheteurs locaux avaient complètement abandonné la vallée, leur cartel brisé par le contrat Caldwell. Les petits fermiers qui avaient passé leur vie dans une dette perpétuelle réparaient soudainement leur toit et achetaient de nouvelles charrues. Cora Hemsley n'acheta pas de robe de soie. Elle acheta les 300 acres de pâturage adjacents dans la vallée, payant M. Croft en espèces. Le régisseur du domaine faillit s'étouffer avec son thé quand elle laissa tomber la pile de traites bancaires sur son bureau, mais il traita l'acte de propriété sans un mot de plainte. Il avait appris sa leçon. Tard un après-midi, alors que les premiers vents mordants de l'hiver commençaient à déferler des crêtes du nord, Cora était assise à la grande table en chêne de sa ferme, nouvellement agrandie. Elle était plongée dans les registres, calculant les rations alimentaires d'hiver pour le troupeau élargi de 600 têtes. Ses mains avaient guéri, bien que la peau de ses paumes restât brillante et marquée de cicatrices. La lourde porte d'entrée s'ouvrit sans qu'on frappe. William entra. Il tapa la bout de ses bottes sur le seuil et déboutonna son lourd manteau d'équitation. Il avait l'air tout à fait à l'aise dans cet espace rustique et utilitaire. Au cours des 4 derniers mois, les frontières entre leurs entreprises s'étaient estompées pour former un partenariat sans faille et incassable. Il apportait le capital et la protection politique. Elle apportait l'expertise et une détermination absolument inflexible. Vous mettez de la saleté sur mon sol. Dit Cora, sans lever les yeux de son registre. J'ai acheté le sol, répondit William facilement, tirant une chaise en face d'elle et s'asseyant. Vous détenez une participation de 20% dans la coopérative. Le sol m'appartient. William posa ses bras sur la table. Il ne regarda pas les registres. Il la regarda elle. J'ai reçu une lettre de ma mère ce matin, dit William nonchalamment.
Elle exige que je retourne à Londres pour la saison d'hiver. Il semble qu'elle ait trouvé une fille de duc convenable qui joue du pianoforte et parle un français passable. Elle croit qu'il est temps que j'assure la succession. Le stylo de Cora s'arrêta. Une sensation froide et serrée lui étreignit la poitrine, mais elle la masqua soigneusement. Elle trempa délicatement la plume dans l'encrier. « Je suis sûr qu'elle fera une charmante duchesse », dit Cora d'un ton égal. « Assurez-vous qu'elle comprenne que vos bottes sentent le bain pour mouton la moitié du temps. J'ai dit à ma mère que je n'étais pas disponible. » Cora leva les yeux. William la regardait avec la même expression intense et indéchiffrable qu'il avait eue dans la calèche à Bradford. « Je lui ai dit, » continua William, sa voix baissant de volume, « que j'avais déjà trouvé une partenaire. Quelqu'un qui ne joue pas du pianoforte, mais qui peut négocier la faillite d'un cartel et mettre au monde un agneau dans un blizzard. » Cora posa le stylo. Son cœur battait un rythme régulier et lourd contre ses côtes. Elle n'était pas une femme qui comprenait la romance. La romance était un luxe pour les gens qui n'avaient pas à se battre pour leur prochain repas. Elle comprenait l'influence. Elle comprenait les contrats. « Proposez-vous une fusion, William ?» demanda-t-elle, sa voix délibérément neutre. « Je propose une reddition », corrigea doucement William. Il se leva, contourna la table et s'arrêta à côté de sa chaise. Il ne s'agenouilla pas. Ce genre de soumission théâtrale ne signifiait rien pour aucun d'eux. Au lieu de cela, il se pencha et prit doucement sa main droite marquée de cicatrices. Il traça la peau brillante et brûlée de sa paume avec son pouce. « J'ai passé toute ma vie à accumuler des richesses parce que je pensais que c'était le pouvoir, » dit William, en regardant sa main. « Mais ce n'est que de l'arithmétique. Vous êtes le pouvoir, Cora. Vous avez pris un tas de pourriture et de terre, et vous avez bâti un empire de vos propres mains. Je ne veux pas d'une femme qui reste assise dans un salon et dépense mon argent. Je veux une partenaire qui se tient dans la boue avec moi et construit le monde. » Il leva les yeux, rencontrant ses yeux sombres et inflexibles. « Je vous aime, » dit-il. Ce n'était pas un poème. C'était l'énoncé d'un fait absolu et indéniable. « Épousez-moi. Gardez vos registres. Gardez vos chants. Je ne veux pas vous posséder. Je veux juste me tenir à vos côtés. » Cora le dévisagea. Elle regarda la coupe impeccable de son manteau, les angles aristocratiques de son visage, et se souvint de l'homme qui lui avait ordonné de prendre 50 moutons mourants comme une blague. Cet homme était mort. L'homme qui se tenait devant elle avait les mains tachées de suie et un cœur qui reconnaissait sa valeur exacte. Elle se leva lentement. Ils étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. « Si je vous épouse, » dit Cora, sa voix tremblant légèrement, « la ville va devenir folle. Ils me traiteront de croqueuse de diamants et de paysanne. Laissez-les faire, » murmura William, se rapprochant. « Nous achèterons leurs dettes et nous les expulserons. » Cora laissa échapper un souffle qui était à moitié un rire, à moitié un sanglot. Elle leva les mains, ses mains marquées de cicatrices, agrippant les revers de son manteau. « Partage à 50-50 sur toutes les acquisitions futures, » murmura-t-elle. « Marché conclu. Et vous nettoyez le box de votre propre cheval quand vous êtes ici. » William sourit, une expression brillante et sans défense. Il enroula ses bras autour de sa taille, la tirant contre sa poitrine. « Je nettoierai tout ce que vous me direz, duchesse. » Quand il l'embrassa, ce ne fut pas délicat. C'était féroce, dévorant, et ancré dans la certitude absolue de deux personnes qui savaient exactement ce qu'elles valaient. Ils n'avaient pas besoin d'une fin de conte de fées. Ils avaient quelque chose d'infiniment mieux. Ils avaient la terre, ils savaient l'un l'autre, et ils avaient gagné. Vous attendiez-vous à ce genre de romance impitoyable? Le duc pensait jeter des ordures, mais Cora Hemsley a prouvé que le vrai pouvoir n'est pas hérité. Il se forge dans le feu du désespoir absolu. Si vous avez aimé voir Cora bâtir un empire sur la boue et forcer l'aristocratie à s'incliner devant ses registres, vous devez cliquer sur le bouton « J'aime » tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire de vengeance brillante et de romance durement gagnée. Partagez cette vidéo avec un ami qui aime les héroïnes profondément compétentes.